Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur My Senior Company. Pour ceux qui ont déjà vu la chaîne, bien ils savent de quoi il s'agit. Pour les nouveaux arrivants, je vous reporte la première vidéo sur la présentation de la chaîne. En deux mots, My Senior Company est une chaîne qui n'est spécialisée dans aucun domaine, qui est une chaîne généraliste, avec juste comme particularité qu'elle s'adresse principalement aux seniors. Alors vous verrez, je vous parle des seniors. Vous voyez pas seniors des gens gâteux, hein. On est seniors à partir d'une cinquantaine d'années. Donc c'est une chaîne qui va traiter de plusieurs thématiques. On va parler de culture, on va parler de tourisme, on va parler de gastronomie. De quoi va-t-on parler encore? Oui, alors les seniors roulent en voiture, donc on parlera de voiture, on fera des essais voiture. Les seniors roulent en moto, on parlera de moto et on fera des essais moto. Évidemment, ça va de soi, on ne va pas parler des mêmes motos que toutes les chaînes consacrées à la moto, ça va de soi. Nous, on sera plutôt orienté sur les GT, voire les customs, les choses comme ça. De quoi va-t-on parler encore? On aura aussi des rubriques, on va parler de style, par exemple, parler de style, de mode, toujours pour seniors. On va aussi parler, on va essayer d'aborder quelques rubriques pratiques. Je pense par exemple, parce que je vais faire appel à un ami qui connaît un peu ce domaine-là, on va parler d'immobilier, voilà, d'investissement immobilier, voilà, parce que c'est un domaine qui intéresse les seniors. Voilà, enfin, il y aura toutes sortes de rubriques. Par ailleurs, si vous avez vous-même quelques idées à proposer, s'il y a un domaine que vous maîtrisez bien et que vous pensez que ça peut intéresser le public de My Senior Company, ben pourquoi pas, vous m'écrivez, vous aurez l'adresse de My Senior Company que je vous mettrai en lien dans la vidéo, enfin sous la vidéo. Et vous pouvez m'écrire et me le proposer, et puis le cas échéant, on pourra peut-être envisager de faire une rubrique dans laquelle vous pourriez intervenir. Pourquoi pas? Sinon, alors je reviens sur comment dire, sur les précédentes vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu. Hein. Il s'agissait, la première, c'était, je crois, le Phonomuséum, la découverte du Phonomuséum. Donc, on est dans la rubrique culture, hein, culture, tourisme, oui. Et c'était le Phonomuséum à Pigalle, voilà. Et ensuite, il y avait une deuxième vidéo. Enfin, oui, c'était la deuxième vidéo, tout simplement, en dehors de la vidéo de présentation, bien sûr, qui était consacrée à l'exposition Gilles Caron à l'Hôtel de Ville de Paris. Alors pourquoi cette exposition? Parce que là, on est aussi dans la rubrique culture, mais je vous proposerai pas mal d'expositions. Alors il y aura bien sûr des expositions dans tout un tas de domaines, d'art, hein, de peinture, de sculpture ou autre, mais on fera aussi beaucoup de photos, beaucoup d'expositions photos pour une raison simple, c'est que enfin, je suis moi-même un ancien photographe de presse et que ça reste, voilà, chez moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours et donc je souhaite faire partager parce qu'il y a vraiment des artistes extraordinaires à découvrir dans le domaine de la photographie, pas seulement la photographie de presse d'ailleurs. Donc cela dit, aujourd'hui, je vous propose à nouveau la visite, enfin pas la visite, la découverte, parce que l'idée c'est quand même de vous faire découvrir et vous donner envie d'aller vous-même visiter ces musées. Hein. Lorsque je vous propose la découverte d'un musée, le Phonomuséum, là aujourd'hui c'est le musée du vin, l'idée c'est de vous donner envie d'aller voir ce musée. Ce n'est pas d'avoir un reportage exhaustif sur le musée, évidemment. Donc il s'agit là du musée du vin, rue des Eaux, à Paris. Rue des Eaux, pour un musée du vin. Et vous allez voir que ce n'est pas tout. Effectivement, et c'est pas une blague, hein, c'est bien l'adresse du musée du vin à Paris. Pourquoi rue des Eaux? Parce que c'est installé dans une ancienne carrière de pierre à Paris. Les pierres qu'on servi pour construire énormément d'édifices à Paris, hein, des remparts, des ponts, certaines églises. Alors je ne sais pas si ça a servi, non, je sais pas si ça a servi, non, je ne crois pas que ça a servi pour
pour la cathédrale de Paris, Notre-Dame, mais ça a servi pour d'autres édifices religieux, en tout cas, ça j'en suis sûr. Cette carrière a servi à fournir des pierres pour construire Paris, et puis, quelque temps après, en creusant, ils ont découvert une source d'eau. Une source d'eau. Et je vous le donne en mille, une source d'eau ferrugineuse. Vous avez bien entendu, une source d'eau ferrugineuse à l'emplacement du musée du vin rue des Eaux à Paris. Ouais, fallait le faire quand même. Hein. Alors, c'est pas une blague, hein, c'est bien ça. Hein. Vous le verrez, c'est expliqué dans le documentaire, enfin dans le reportage. Et donc, ça a servi de source thermale pendant pas mal d'années, fréquentée par la haute société parisienne. Et puis ensuite, ben voilà, c'est devenu un musée du vin, voilà, que je vous propose de découvrir, qui mérite vraiment le détour. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, pas grand-chose. Bonne visite et profitez bien de ces quelques instants au musée du vin, rue des Eaux, ferrugineuse à Paris. Cette fois-ci, en partant de la place de la Concorde, nous longeons la Seine jusqu'au pont Bir Hakeim. Pour rejoindre un autre musée insolite, je veux parler du musée du vin, situé dans le square Charles Dickens, au bout de la rue des Eaux. Le hasard ayant bien fait les choses, l'adresse est finalement bien trouvée. En effet, le vin n'est-il pas constitué, comme tout le monde le sait, de 87% d'eau. Installé dans des caves datant du XVe siècle, le musée du vin et ses 2000 objets de collection sont la propriété du Conseil des échansons de France depuis 1984. Particulièrement bien choisi, l'ambiance très minérale et monastique du caveau des échansons était prédestinée à héberger le musée du vin. On a choisi cet endroit parce que c'est un lieu de vin. Il faut savoir qu'au XVe siècle, la vigne couvrait la région parisienne, l'Île-de-France, et s'appelait le vin de France. C'était la plus grande région viticole. Louis XI, craignant pour sa santé, fait monter un ermite calabrais italien qui s'arrête d'abord à Tours, région des rois, puis vient installer à gauche du Trocadéro l'abbaye des Minimes, puis place Royale, qui est la place des Vosges actuellement, Vincennes. L'ordre des Minimes se répand un petit peu partout. Ils ont 7 hectares de vignes avec des vergers qui descendent de la colline, à une époque où on ne sait pas faire le vin. Donc tout naturellement, dans ces carrières du XVe siècle, ils installent sous leurs vignes leurs chais. Qu'est-ce que le vin au XVe siècle? Des grands tonneaux dans lesquels on met le vin à fermenter. Il est plutôt clairé, c'est ni du rouge ni du blanc. Et ça a surtout la possibilité de boire l'eau. Donc on boit l'eau vinée d'abord, puisqu'on met l'eau polluée sur le vin d'une saison à l'autre, et l'eau vinaigrée ensuite, ce qui nous permet de ne pas être malade en buvant l'eau. Voilà ce qu'était le vin au XVe siècle. Après les moines, la Révolution française, l'abbaye est détruite, le vignoble francilien détruit par le phylloxéra un peu plus tard, donc tout ça tombe dans l'oubli. On arrive à 1930 où M. Pignard, dans le restaurant de la Tour Eiffel et les bateaux sur la Seine, reprend ces lieux pour lui-même y mettre son vin en bouteille. Puis à partir de 1950, il pousse ses vins dans le reste des carrières qui sont maintenant le musée du vin. Lui, le premier, raconte dans les scènes qui sont dans ses salles l'histoire des moines. Il arrête les gens à l'île aux Cygnes, qui est l'île au milieu du pont de Bir Hakeim. Et le premier onotourisme racontant l'histoire des moines a commencé comme ça. De l'histoire du vin et de tout ce qu'il représente pour la civilisation humaine depuis des siècles, le musée du vin de Paris fait assurément partie des étapes incontournables des amateurs de nos tourismes. Si le cheval est la plus belle conquête de l'homme, à n'en pas douter, la culture de la vigne fait elle aussi partie de ses plus belles découvertes que le Conseil des échansons de France s'est donné pour mission d'en transmettre la connaissance et d'en préserver l'histoire.
Les chansons, bien depuis l'Antiquité, c'est l'homme au service du vin. Au moment des rois, c'est l'homme qui goûtait avant le roi. Donc dans l'histoire, vous voyez échanson ou vous voyez grand bouteiller, un petit peu traduit, c'est la même signification. Donc on a choisi le terme des chansons qu'on pourrait traduire en termes aujourd'hui de sommelier. En cheminant dans les couloirs souterrains du musée, on peut découvrir tous ces outils aux noms plus mystérieux les uns que les autres, permettant de travailler la terre et la vigne, comme le piochard, la gouzotte, les mèches, les arrachoirs, mais aussi les outils des tonneliers tels que la selle à tailler, la plane, la marotte ou la bigorne, ou encore la bachole. Cette liste d'instruments nous donne une idée de l'invraisemblable diversité des gestes et tours de main qui depuis des siècles sont nécessaires à la fabrication du vin. Donc il nous a paru intéressant pour nous de conserver les objets du vin traditionnel, bien sûr, même si maintenant vous avez les machines à vendanger et autres tracteurs complètement dynamiques. Il faut se souvenir de tous ces objets, donc on les restaure, on les collectionne. Le vin est donc la somme d'un nombre incroyable de savoir-faire. Et avant d'en arriver dans notre verre, il est passé par une multitude d'outils créés et façonnés par l'homme. Ces mêmes outils que l'on retrouve exposés aujourd'hui dans ces vitrines nous en disent long sur les heures passées entre les mains des hommes qui ont donné leur force et leur sueur pour nous offrir ce nectar qui ne se boit pas, mais se goûte. Grâce à ces mises en scène des métiers du vin, reconstituées avec des mannequins en cire, réalisées avec la complicité des spécialistes du musée Grévin, le musée du vin offre à ses visiteurs une expérience historique toute particulière. On a aussi mis à contribution le musée Grévin qui nous a fabriqué des moines, aussi bien pour représenter les moines que pour représenter aussi les différentes scènes, que ce soit la Bourgogne, la Champagne ou l'Alsace par exemple, où vous avez des représentations des gens travaillant ou Napoléon par exemple pour la Bourgogne, etc. Donc on a fait ces petites scénographies pour essayer de rapprocher aussi l'histoire et le vin pour que ce soit plus intéressant et plus dynamique. C'est vraiment des têtes en cire dans lesquelles on plante les poils et les cheveux. Donc c'est vrai que ce sont des pièces qu'on devrait même classer au jour d'aujourd'hui, puisque maintenant c'est vrai que le musée Grévin a des méthodes de fabrication qui sont peut-être encore plus réalistes que celles-ci, mais celles-ci ont au moins le mérite de mériter un grand entretien. Il faut les remaquiller tous les 2 ans. C'est des personnages vivants, et où c'est un peu amusant, c'est que si on joint le plaisir de regarder dans les yeux le personnage et qu'on se déplace, eh c'est comme la Vénus de Milo, si vous voyez, le regard vous suit, donc beaucoup de performances dans la réalisation de ces personnages, de ces sculpteurs qui ont fait ça il y a plus de 30 ans et qu'on a le plaisir d'entretenir. Comme la connaissance du vin n'est pas une chose innée, et qu'il serait dommage de se contenter d'un simple audio-guide, il est bien souvent préférable de prendre un cours de dégustation, proposé au sein même du musée par un ou une spécialiste, afin, comme pour ses visiteurs, d'en parfaire votre expérience. Un petit peu de vin en bouche, pas beaucoup, parce que On peut essayer de faire une dégustation, apprendre à tenir un verre. Si un pied, un verre, c'est pour éloigner les odeurs
du sommet du verre, parce que bon, vos odeurs de savonnette sont quelquefois plus importantes que le premier nez que vous pouvez avoir dans un verre. Toutes ces choses, culturellement, les gens les ont pas reçues en héritage. Hein. Dans beaucoup de pays, le vin est une anecdote de dégustation, un peu comme on pourrait prendre le champagne pour les fêtes en France. Est-ce que vous avez d'autres sensations? De la minéralité, on est sur des sols avec une petite partie calcaire, donc vous trouvez cette partie. Très bien. Donc on a à la fois du floral, on a du minéral, on a du fruité, et le fruité est très présent. D'intensité moyenne. On est d'intensité moyenne, bien sûr. Sur le latéral, qu'est-ce que vous voyez? On a quand même des indications. Vous avez quel millésime? Vous avez regardé sur votre étiquette? 2010. Ce qui se confirme déjà au nez, puisqu'on avait des notes un peu tertiaires, et au visuel, puisque si vous regardez bien, vous voyez qu'on a un rouge qui est comment? Légèrement orangé, non? Oui. À suivre, ne mélangez pas vos verres, d'accord? L'Irak, nous allons partir dans les côtes du Rhône méridionales, dans les côtes du Rhône sud. Sur la rive droite donc du Rhône, nous sommes pas loin de Tavel, pour ceux qui connaissent Tavel. Voilà. Et l'Irak se fait en rouge, en blanc et en rosé. Donc vous allez vous rendre compte, c'est un vin assez charpenté, qui a quand même du caractère. Le no-tourisme est-il une incitation à consommer plus d'alcool? Si l'on en croit les professionnels de la profession, pour paraphraser un autre professionnel, du cinéma cette fois-ci, la réponse est bien évidemment non. Avec ces cours de dégustation, le no-tourisme sert à mieux connaître et à mieux comprendre les vins, et donc à mieux les consommer, non pas en les buvant, mais en les dégustant, c'est-à-dire avec modération.